Bonjour, dans cette vidéo, on va faire la correction du TD numéro 2 du transformateur monophasé. Alors, dans cet exercice, vous avez un transformateur monophasé de caractéristiques suivantes. Vous avez la puissance apparente, 120 voltampères, kilovoltampères. Vous avez la tension primaire nominale, 15 kV, vous avez la tension secondaire nominale 220 volts et bien sûr la fréquence 50 Hz. On a effectué deux essais sur ce transformateur, un essai à vide et un essai en court-circuit. L'essai à vide s'effectue toujours sur la tension nominale. L'essai en court-circuit, on effectue l'essai en court-circuit sous une tension primaire réduite qui est égale 485 volts. Alors les mesures qu'on a trouvées pour l'essai à vide, on a trouvé I1 0,5 ampères. La tension I2 mesurée au secondaire c'est 228 volts. La puissance mesurée au primaire à vide 600 watts. Les mesures qu'on a trouvé en court-circuit, I2C, le courant secondaire I2C 526 ampères, et la puissance mesurée au primaire en court-circuit qui est égale 3100 watts. Alors la première partie, vous avez la première partie, la partie A, qui concerne la détermination des paramètres de construction du transformateur, bien sûr en tenant compte des données suivantes. La section du noyau de fer S qui est égale à 160 cm². Alors la section du noyau de fer, c'est la section du circuit magnétique qu'on a déjà vu. L'induction maximale Bmax, l'induction maximale Bmax égale 1,147 Tesla. C'est le champ d'induction maximale. L'objectif, c'est de calculer le N1 et N2, les nombres de spires au primaire et au secondaire. Alors, pour calculer le N1 et N2, il suffit d'appliquer la formule de Bouchereau. Alors, la première partie, la partie A, pour calculer N1 et N2, il suffit d'appliquer le théorème de Bouchereau. Le théorème de Bouchereau, c'est la valeur efficace de la tension au primaire égale 4,44 F Bmax N1, puisque vous avez le primaire, N1 fois S. Alors, il suffit de trouver N1 en fonction des autres paramètres, donc égal à U1 sur 4,44 fois F fois Bmax fois S. Alors, après avoir remplacé chaque paramètre par sa valeur, vous avez un 15 kV. Alors, 15 fois 10 à la puissance 3 sur 4,44 fois la fréquence F fois Bmax. Bmax c'est 1,147 fois la section 660 fois 10 à la puissance moins 4 en centimètres carrés, mais on doit trouver S en mètres carrés, bien sûr, en multipliant par 10 à la puissance moins 4. Alors, on va trouver N1 égale 3682 spires. Donc ça c'est N1. Pour trouver N2, normalement on va appliquer la même relation. On peut appliquer la même relation, bien sûr en remplaçant, en utilisant la valeur efficace de E2, mais on peut utiliser tout simplement la relation du rapport M égale à N2 sur N1.
On peut utiliser cette relation puisqu'on a déjà calculé N1. Puisqu'on a déjà calculé N1, donc N2 égale à M fois N1. Avec M, c'est quoi? C'est le rapport de transformation. Le rapport de transformation qui est égal à la tension I de 0 sur I1. La tension I de 0, c'est la tension mesurée à vide. Alors c'est 228 sur U1, 15 fois 10 à la puissance 3. Donc le rapport c'est... Le rapport, on va trouver que le rapport égale 0,0152. C'est le rapport. En multipliant ce rapport par N1, on va trouver N2. Donc on va trouver N2 égale 56 spires. D'accord? Donc, c'est ça les caractéristiques de construction, le nombre de spires au primaire, le nombre de spires au secondaire. Alors concernant la deuxième partie, les caractéristiques à vide et les caractéristiques en charge, l'étude du transformateur à vide et en charge. Alors la première, à vide, on va calculer, il s'agit de calculer le facteur de puissance à vide, cos phi 1, 0. Cos phi 1, 0, alors ça c'est la partie B, 1. La question A. Alors, cos phi 1, 0 égale quoi? Égale la puissance P1, 0 sur I1 fois I1, 0. Donc, on peut remplacer, on va remplacer directement P1, 0, c'est égal à 600. Donc, 15 000 fois la tension, le courant est 1, 0. C'est 0,5. Donc, on va trouver cos phi 1, 0. Cosinus phi 1, 0 égale 0,008. 0,08. Donc, on peut calculer phi 1, 0. Bien sûr, phi 1, 0, c'est cos moins 1, 0,08, qui est égal 85,4 degrés. La deuxième question B. Calculer l'énergie réactive. Vous corrigez cette erreur. L'énergie, c'est pas l'énergie, c'est de la puissance. Q10, c'est une puissance réactive absorbée par le transformateur. Donc, pour calculer Q10, la relation qui lie Q10 et P10, c'est le tangente. Donc, égal P10 tangente fait 1,0. Vous avez déjà fait 1,0, c'est 85,4. Donc, vous pouvez remplacer directement. Ou bien, vous pouvez remplacer P10 fois tangente cos moins 1, 0,08. Donc, on va trouver Q10 égale 7475 voltampères réactifs. Donc, égale 7475 voltampères réactifs. La question C. Il s'agit de calculer l'angle d'avancée stérétique alpha. Alors l'angle d'avancée stérétique alpha, c'est l'angle entre la composante normalement après avoir déterminé le schéma équivalent à vide, vous avez ici, on va répondre à la question numéro 2 pour bien comprendre l'angle d'avancée stérétique. On va répondre directement à la question numéro 2 en déterminant le schéma équivalent à vide. Alors, le schéma équivalent à vide, on néglige la résistance R1 de normalement primaire, la réactance X1 de
au niveau du primaire, on va trouver seulement sur le schéma équivalent résistance F qui modélise les paires de fer et la réactance magnétisante. Donc ça, c'est le schéma équivalent du transformateur à vide. Vous avez ici la tension à vide est de 0. Vous avez ici la tension U1. Alors, le courant absorbé à vide, il est absorbé seulement, ça c'est le courant I1 0. Il est absorbé seulement par les deux éléments RF et XM. RF et XM. RF absorbe un courant I1 0 actif, qui s'appelle actif. XM absorbe un courant I1 0 réactif. Alors les deux composantes I1 0 actif et I1 0 réactif, c'est la somme des deux composantes, c'est le courant I1 0. Alors, si on choisit la phase de la tension U1 comme origine des phases, si on choisit la tension U1, la phase de U1 comme origine des phases, la tension, le courant qui traverse la résistance, puisque vous avez une résistance, sera en phase, le courant I1 0. Il sera en phase, I1 0 actif, il sera en phase avec U1 puisque c'est une résistance, il n'y a pas de déphasage entre le courant et la tension dans une résistance. Et la composante I1 0 il est en retard d'un angle de P sur 2 puisque vous avez une bobine parfaite, une bobine parfaite I1 0 réactif, le vecteur de I1 0 réactif. Donc la somme des deux c'est I1 0. C'est le courant I1 0 absorbé par le transformateur à vide. Le déphasage entre I1 0 et I1, c'est l'angle, c'est l'angle phi1 0. C'est l'angle qui est égal, c'est 85,4. Donc ici, j'ai pas respecté bien j'ai pas respecté cet angle ici. J'ai directement tracé juste pour des raisons de simplification. Alors ça c'est fait 1 0. D'accord. L'angle d'avance alpha, c'est quoi? C'est l'angle entre I1 0 réactif et I1 0. Donc cet angle. C'est ça l'angle d'avance hystérétique alpha. Donc angle d'avance hystérétique alpha égale quoi? C'est P sur 2 moins phi1 0. Donc c'est 90 degrés moins phi1 0. Phi1 0, vous avez déjà phi1 0 égale 85,4. Donc on va trouver directement alpha égale 4,6 degrés. D'accord? 4,6. Donc alpha égale 4,6 degrés. Donc pour la troisième question, il s'agit de déterminer la résistance RF et la réactance XM modélisant les fuites de flux. Alors si le XM ne modélise pas les fuites de flux, vous corrigez cette erreur. C'est une erreur, bien sûr, c'est une erreur ici. La réactance magnétisante ne modélise pas les fuites de flux. C'est la réactance X1 et X2 qui modélise les deux réactances X1 et X2 qui modélisent les fuites de flux. Et non pas XM. XM, c'est une réactance magnétisante. C'est la réactance magnétisante
qui nous donne une idée sur la magnétisation du circuit magnétique dans lequel circule le flux magnétique. Dans l'hypothèse, alors, on va déterminer d'abord la résistance RF. Alors, la résistance RF égale à quoi? Égale tout simplement la tension U1 aux bornes de la résistance, U1 au carré sur la puissance P10 qui est absorbée. Parce que à vide, on a trouvé que le transformateur à vide, il consomme une puissance P10. P10, c'est une puissance active. Le seul élément qui consomme la puissance active, c'est la résistance, donc c'est RF. Donc la puissance P10, il est consommé par RF. D'accord? Alors, U1 au carré égale 5 kV, donc 5000 sur P10, c'est 600, égale, donc on va trouver RF égale la résistance RF 375 kΩ. Vous allez trouver la valeur 375 kΩ si vous remplacez chaque paramètre par sa valeur. La réactance XM, ça c'est la question A, ça c'est la question B, la troisième question ici. XM égale, XM il consomme la puissance réactive, Q10. XM il consomme la puissance Q10. RF il consomme la puissance P10. Alors, XM égale, vous avez déjà la relation U1 au carré sur Q10. Vous avez déjà calculé Q10 ici. Donc, vous pouvez remplacer 15 000 au carré sur 7475. Donc, vous allez trouver XM égale la valeur 30,1 kΩ. Alors, dans cette deuxième partie, la quatrième question, dans l'hypothèse de Cap, représentez le schéma équivalent V du secondaire. Le schéma équivalent V du secondaire, dans l'hypothèse de Cap, normalement, le schéma équivalent, on remplace le transformateur, on modélise le transformateur, le secondaire par puisque c'est un générateur, le secondaire, il génère une tension, c'est un générateur, il génère une tension M fois U1, qui est égale à I de 0. Avec la résistance RS, avec la réactance XS. La réactance XS qui regroupe les deux réactances X1 et X2, au primaire et au secondaire, mais ramené au secondaire. Ici, vous avez la tension I2. Alors, dans cette branche, vous avez le courant qui circule, c'est le courant I2, au secondaire. Donc, la tension aux bornes de RS, c'est RS fois I2, loi d'Ohm. La tension aux bornes de XS, c'est JXS fois I2. Puisque là, on va multiplier par G parce que dans une bobine, il y a un déphasage de P sur 2 au niveau de XS. Et la tension aux bornes des deux s'appelle la chute de tension de delta I2. Les deux dipôles représentent l'impédance ZS. Alors dans cette ça c'est le schéma équivalent V du secondaire. Vous devez tracer le schéma et indiquer chaque paramètre et les tensions aussi aux bornes des paramètres. Il faut indiquer I2, la tension M1, il faut indiquer delta I2 et I2 et le courant I2 sur le schéma, d'accord? Alors dans la deuxième, ça c'est la question 4A, 4B. Après avoir déterminé le schéma équivalent V du secondaire, on va déterminer les éléments RS, XS et ZS et ramener au secondaire. Alors, il suffit d'utiliser les relations RS égale P16C sur
I de 6C au carré. Vous pouvez remplacer P1 6C, vous avez 3100. I de 6C c'est 526. Donc vous allez trouver RS égale 11,2 milliohms. La valeur de RS, d'accord? La valeur de ZS, il faut toujours calculer ZS avant de XS parce que XS est déterminé par la relation entre RS et ZS. Donc ZS c'est quoi? En court-circuit, lorsqu'on relie ce point et ce point en court-circuit, dans le secondaire, on va trouver que ZS, l'impédance, elle est alimentée par U1 6C. Donc M fois U1 6C sur I de 6C. Donc, vous pouvez remplacer M. On a déjà calculé le rapport de transformation qui est égal à 0,0152. U1,6C, vous avez U1,6C, la tension U1,6C 485, ainsi de suite. Donc, vous allez trouver ZS égale la valeur du ZS égale 14 milliohms. Après avoir déterminé RS et ZS, vous pouvez déduire XS. XS égale racine ZS au carré moins RS au carré. Donc, vous allez trouver la valeur de XS, 8,4. Après avoir déterminé les éléments, donc la cinquième question pour I2N et de nominal, calculer la tension I de nominal au bord d'un récepteur dans les deux cas suivants. Lorsque le facteur de puissance est égal à 1, et lorsque le facteur de puissance est 0,8 AR, ça veut dire charge inductive, 0,8 AV, ça veut dire charge capacitive, du facteur de puissance 0,8. Ainsi de suite. Alors, pour I de nominal, on doit d'abord calculer I de nominal. I de nominal, le courant I de nominal à quoi égal? Égal à Sn, la puissance apparente que vous avez ici, la puissance apparente, 120 kVA, sur I de 0. Et non pas I de nominal. I de 0, 228. Non, évitez d'utiliser la relation sur I de nominal. I de nominal égale Sn sur I de 0. Donc égal à 120 fois 10 à la puissance 3, 120 kVA sur 228. Donc on va trouver que I de nominal égale 526 ampères. La même valeur de I de 6C. Parce que normalement I de 6C, ça c'est I de nominal. On va calculer I de nominal dans les deux cas suivants. Normalement, en utilisant on va utiliser la valeur approchée de delta I2. Normalement, I de nominal à quoi égal? Égal à I de 0 moins delta I2 nominal. Bien sûr, on va utiliser la valeur approchée de delta I2. Delta I2 nominal à quoi égal? Avec delta I2 nominal égal à RS, I2 nominal, cosinus phi2 plus XS, I2 nominal, sinus phi2. Dans les deux cas suivants, le cas où cos phi2 égale à 1, alors pour le premier cas, lorsque cos phi2 égale à 1, vous avez une charge résistive, facteur de puissance unitaire. Donc phi2 égale 0. Donc sinus phi2 égale 0. Cosinus phi2 égale à 1. Donc dans ce cas, tout le terme sinus phi2 égale 0, le terme il va s'annuler. On va trouver seulement I2 nominal égale RS. On a déjà trouvé RS. RS c'est 11,2 milliohms. Donc 11,2 pour 10 à la puissance moins 3 fois I2 nominal. I2 nominal c'est 526.
526 fois 1, facteur de puissance unitaire. Donc on va trouver que delta I2 nominal égale une valeur de 6. Donc 6 volts. Donc vous avez I2 0, c'est 228. 228 moins 6. Donc dans ce cas, I2 nominal égale 228 moins 6. Donc I2 nominal égale 222 volts. Pour le premier cas. Pour le deuxième cas, lorsque le cosinus phi 2, le facteur de puissance, égale 0,8 à R, ça veut dire que vous avez une charge inductive. AR, ça veut dire le courant il est en retard par rapport à la tension. Donc vous avez fait 2 égale 36, cos moins 1,08 c'est 36, c'est 36,87. Positive. On va choisir l'angle qui est positif parce que la charge elle est inductive, d'accord? Alors donc la chute de tension nominale dans ce cas égale RS fois I2 nominal cosinus phi 2 plus XS I2 sinus phi 2. On va remplacer, on va trouver la valeur 7,4 volts. Donc vous allez trouver I2 nominal égale à I2 0, I2 0, la même relation I2 0 moins delta I2, donc 228 moins 4,7, donc on va trouver 220,6 volts. Ça c'est pour le deuxième cas. Pour cos phi 2 égale 0,8 à R. Pour le troisième cas, c'est lorsque le facteur de puissance 0,8 à V, ça veut dire vous avez une charge capacitive. Charge capacitive, ça veut dire phi 2 il est inférieur à 0. Cos moins 1,08 c'est 36, donc on va choisir l'angle qui est négatif, donc moins 36,87 degrés. Donc en calculant la chute de tension par la même relation, on va trouver une valeur qui est égale à 2 volts. Donc on va trouver I2 c'est 228 moins 2 donc c'est 226 volts. Donc la tension I2 elle dépend de la charge, elle dépend de facteurs de puissance. Si les capacités, si les inductives, si les résistives, on va trouver I2 nominal 228. Si les capacitives, ils compensent la chute de tension. Et on a une compensation de la chute de tension si la charge elle est capacitive, d'accord? Alors, il nous reste de tracer le triangle de Cap, de déterminer I2 nominal. La question 6, détermination de I2 nominal. Bien sûr, pour le deuxième cas, lorsque la charge est inductive, même facteur de puissance 0,8 R, mais en utilisant la méthode graphique, ça veut dire en traçant le triangle de Cap. Bien sûr, pour tracer le triangle de Cap, il suffit de tracer, on doit tracer les tensions
puisque vous avez ici RS, vous avez ici I2 plus delta I2 égale I2 0. Donc je dois, pour tracer delta I2, je dois tracer RS fois I2, GXS fois I2 pour compléter le triangle de K. Alors, on va considérer le courant I comme origine des phases. Le courant I2 comme origine des phases. Donc, on va tracer la tension RS fois I2. Il est en phase avec I2. C'est une tension c'est une résistance. Et la tension GXS fois I2, il est en avance puisque vous avez la bobine XS. Donc la somme des deux représente la tension delta I2. Alors, à ce point, pour tracer, à partir de ce point, pour tracer I2, on sait que I2, il est en avance d'un angle de Φ2. Φ2 égale, on a Φ2 égale 0,8. 0,8, ça veut dire 36, là, un déphasage de 36,87. On a déjà calculé la valeur ici. Alors, on va déterminer un angle de 36. 36, donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc ça c'est l'angle 36. Donc c'est ça la direction de I2. La direction de I2. Mais pour déterminer la longueur de I2, on doit tracer I2 0. I2 0 c'est quoi? C'est 228. 228 volts. 228, on va utiliser une échelle, par exemple 1 cm représente 1 volt. 1 cm représente 10 volts. Par exemple. Donc, on va trouver une valeur, un schéma comme ça, par exemple. Donc, j'ai déjà tracé le triangle. C'est un petit triangle. Et j'ai tracé la direction de I2, bien sûr en respectant l'angle Φ2, 36, etc. Et ainsi de suite. Donc, on va trouver la valeur après avoir déterminé la longueur de delta U2, de U2 0, donc ça c'est U2 0. Donc à ce point, pour calculer la valeur de U2, on va mesurer cette distance là. D'accord? Alors la dernière question, vous avez la dernière question, calculer le rendement état pour le cas où cos Φ2 égale 0,8 AR. Égale 0,8 AR. Donc pour calculer le rendement, la septième question, le rendement c'est quoi? C'est P2 sur P2 plus la somme des pertes. La somme des pertes, donc égale I2 fois I2 cosinus Φ2 sur I2 fois I2 cosinus Φ2 plus P10 plus, il représente la somme des pertes, c'est quoi? C'est les pertes fer qui est P10 plus les pertes joules RS fois I2 au carré. Donc en remplaçant I2 par sa valeur, I2 nominale 526 ampères, P10 par sa valeur, on va trouver le rendement état égal 96%. Donc la huitième question pour calculer I2, pour avoir un rendement maximal, normalement le rendement égale le rendement maximal si et seulement si les pertes joules
les pertes joules égale les pertes fer. Les pertes joules, c'est quoi? Les pertes joules, c'est RS fois I2 au carré égale les pertes fer. Les pertes fer, c'est P10. D'accord? Donc, on va trouver que I2 au carré égale à quoi? Égale P10 sur RS. Donc, I2 égale racine P10 sur RS. Sur RS. Donc, on va trouver une valeur de 231 ampères. Donc, il faut que le courant soit égal 231 pour avoir un rendement maximal. Vous pouvez calculer le rendement maximal, bien sûr, en remplaçant I2 par la valeur, cette valeur. I2, cosinus phi2, la même relation. Ça, c'est I2 fois I2 fois cosinus phi2 plus les pertes fer, P10, plus les pertes joules. Les pertes joules, vous avez, si c'est RS. Les pertes joules, vous allez trouver les pertes joules égale exactement les pertes fer. Donc, plus P10, 2P10. Donc, vous allez trouver un rendement de 97%. C'est le rendement maximal du transformateur. Et voilà tout ce qui concerne cet exercice. J'espère que vous avez bien compris cet exercice qui résume la plupart des notions de base du transformateur monophasé.